Collègue, M. Hollande, qui a dit que la mondialisation, c'est la suite de l'expérience bolchéviste, en quelque sorte, et une forme de diversion idéologique de l'Union soviétique contre l'Occident. Donc là, je vais peut-être réagir à ça pour définir la notion de la mondialisation. D'un côté, la mondialisation efface les frontières entre les pays dans un énorme communautés planétaires qui sont basées sur plusieurs principes qui ne sont pas seulement économiques. Il s'agit vraiment de principes existentiels. Lorsque vous faites partie de cette communauté, l'être humain peut choisir ce qu'il veut, ce qui correspond à ses désirs et non pas ce que son état ou sa tradition lui impose. Vous savez, en Russie, on dit chaque poisson cherche la profondeur et chaque homme cherche ce que lui va mieux. Donc aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui peuvent quitter leur pays afin de trouver de meilleurs moyens de vivre, pour trouver d'autres ressources, pour améliorer son niveau de vie. Donc il n'est pas obligé de partir en fait, parce qu'il peut vivre là où il veut, mais il peut travailler en fait d'une manière virtuelle pour une société américaine, alors que le produit réel va être produit en Chine. Donc c'est vraiment des schémas de mondialisation. Mais ce qui est le plus important dans la mondialisation, c'est que l'homme n'est plus sous le contrôle de l'État. Mais en fait, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a d'autres structures qui remplacent l'État et qui sont aussi dures. Sont des mécanismes aussi durs que les États auparavant. Et comme nous montre l'expérience de l'Union européenne, nous voyons que ces machines bureaucratiques n'agissent pas dans les intérêts de leurs citoyens, ils agissent dans leurs propres intérêts. Donc, en résultat, au lieu de suivre le chemin de la prospérité, comme c'était un petit peu l'espoir et le but de la création de l'Union européenne, par exemple, au lieu de ça, nous voyons des super bureaucraties supranationales qui n'agissent que dans leur propre intérêt et qui créent une société quasi socialiste. Alors, et donc un des résultats de ces processus, c'est qu'on ne voit plus de traits culturels, de traits nationaux. Et finalement, il n'y a même plus de traits de genre. Finalement, ce globalisme fédéral aspire à quelque chose qui ressemble à l'idéal communiste. Donc c'est une sorte de communauté mondiale de personnes qui n'ont plus aucune différence. Donc ils n'ont plus de particularités culturelles ou religieuses ou autres. Donc c'est un ensemble d'hommes qui forment cette communauté mondiale. Alors, nous voyons que déjà aujourd'hui, sur le plan économique, il n'existe plus qu'un seul système en Occident et en Orient. La mondialisation, c'est le processus de formation d'un seul espace mondial d'information et de communication. L'Occident mondialisé, avant tout, ce sont les bourses internationales, d'ailleurs, qui sont très instables, qui sont très sensibles aux crises et donc qui rendent toute la structure très instable. Par exemple, on a utilisé cette notion de Chine-Amérique, donc Chine-Amérique. Et finalement, est-ce que cette Chine-Amérique, est-ce qu'elle va rester unie ou est-ce qu'elle va chuter en fait et se séparer suite à la crise? Et ça pourrait mettre fin à la mondialisation. Finalement, la Chine-Amérique a survécu après la crise de 1998 et les liens économiques entre ces deux superpuissances sont forts. Mais le futur de cette structure est plus que jamais douteux. Aujourd'hui, les deux candidats au poste du président aux États-Unis veulent contrer la puissance de la Chine. Et peut-être que cette structure de la Chine-Amérique va finalement rester dans le passé. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Chine, c'est déjà la puissance numéro 2 dans le monde entier, qu'il existe sur l'ensemble de la planète. Elle développe sa puissance militaire, sa puissance spatiale.
et l'Amérique, à partir de l'époque de Bush le fils, elle ne fait que perdre sa puissance sur la scène internationale. Et aujourd'hui, il y avait cette idée de puissance en fait mondiale des États-Unis. Aujourd'hui, cette idée n'est plus d'actualité et les deux campagnes, celle d'Afghanistan et celle d'Irak, ont mis le dernier clou dans le tombeau de cette idée de la puissance mondiale américaine. Aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios de mondialisation. Et notamment, il y a le scénario chinois de mondialisation, qui est d'ailleurs très mal connu. Il y a très peu de temps, il y a quelques jours, il y a eu le 7e forum de Sunshine sur la sécurité. Et lors de ce forum, la doctrine chinoise de la mondialisation a été formulée. Il s'agit de la grande unité. En fait, c'est le nom de cette doctrine, la grande unité, la société d'une seule destinée. Donc nous ne savons presque rien de ce projet, mais nous savons son nom. Peut-être qu'il est basé sur le projet de la grande route de soie. Mais donc c'est ce scénario de mondialisation chinois. Mais nous connaissons deux autres scénarios beaucoup mieux. C'est le scénario européen et le scénario américain. D'ailleurs, qui sont très différents, finalement. Et le fait qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs Européens qui ont pu construire un nouveau monde, véritablement. Donc cet exemple nous montre que le déplacement de grandes masses de population n'est pas finalement quelque chose de très difficile, n'est pas une tragédie. Par contre, l'expérience d'intégration dans les pays européens, il s'agit donc ici d'immigrés qui viennent d'une autre culture, d'une autre civilisation, et finalement, cette expérience d'intégration est un échec. Il faut l'accepter, il faut l'admettre, et on peut parler ici d'islamophobie, de discrimination, etc. Mais nous ne pouvons que constater l'influence très négative des masses d'immigrés musulmans. Donc il s'agit aussi bien d'immigrés que de leurs enfants et de leurs petits-enfants qui sont nés ici et qui ont grandi ici. Donc finalement, nous avons deux possibilités. Soit il faut garder le caractère national de son État, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, etc. Soit nous devons nous diriger vers ce grand monde mondialisé. Mais finalement, ce monde mondialisé n'est pas si facile à construire. Pourquoi? Parce que certaines personnes issues d'une certaine civilisation, finalement, ne sont pas capables ou ne veulent pas s'intégrer dans cet espace commun. Et donc, là, il faut comprendre qu'il y a un scénario alternatif qui serait possible pour la mondialisation européenne. C'est un scénario qui est étroitement lié avec l'activité et les pensées de général de Gaulle. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 1959, il a participé activement à la création de l'Union économique européenne avec la France, l'Italie, l'Allemagne et le Benelux, mais il a parlé de ce danger de perte de la souveraineté française si ce projet, qui était au départ économique, voulait aussi se développer dans le champ politique. Et finalement, ce qu'il a dit, ça s'est réalisé, donc on n'a pas écouté ses paroles et le projet économique européen finalement est devenu aussi un projet politique. Le général de Gaulle comprenait qu'à l'époque de la guerre froide, à l'époque des deux superpuissances, la France ne pouvait plus avoir un rôle de puissance toute seule. Mais il disait que l'indépendance n'a pas besoin d'un pouvoir illimité. En fait, le général de Gaulle considérait que la France, le mérite de la France, c'est d'avoir une sorte d'autorité sur la scène diplomatique. Et par exemple, il disait que la France peut faire partie de l'OTAN tout en gardant son indépendance. La même chose pour l'Union économique européenne. La France, selon le général de Gaulle, malgré sa participation dans ces différentes instances et structures, devait toujours garder son indépendance et sa souveraineté. Et donc, pour
que la France puisse être indépendante et puisse être une puissance, un grand pays, De Gaulle a proposé 3 formules. Tout d'abord, c'est l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Ensuite, c'est l'Europe des patries. Et troisième idée, c'est l'Europe donc c'est l'Europe unie. Alors, la première idée, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'était la première idée de général de Gaulle. Il disait que la France pouvait en fait appeler l'Europe à s'unir. Et finalement, ça pouvait provoquer une véritable union de l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Contrairement à d'autres leaders européens et américains, voyaient l'Europe en tant que quelque chose d'uni. Ils ne voulaient pas accepter le schisme de l'Europe entre l'Est et l'Ouest. Et De Gaulle a toujours pensé que l'Union soviétique faisait partie de l'Europe. Bon, ce qui est triste, c'est qu'au sein de l'Union soviétique, on n'a pas compris ces aspirations de Gaulle. On n'a pas compris qu'il voulait en fait l'unité de l'Europe et qu'il voulait inclure l'Union soviétique au sein de l'Europe. Et donc, à un moment, il y a eu des contacts diplomatiques. Et finalement, cette formulation de l'Oural, la mention de l'Oural a fait peur aux dirigeants soviétiques parce qu'ils pensaient que De Gaulle veut démembrer l'Union soviétique, veut séparer l'Union soviétique en partie orientale et partie occidentale. Et je pense que malheureusement, les dirigeants soviétiques à l'époque n'ont pas compris le sens de ce grand projet de Gaulle. Ensuite, le deuxième projet, c'est l'Europe des patries. Là, c'est un projet qui n'a pas été compris par les partenaires européens de Gaulle. Donc, c'était en 1962, lorsque le marché commun a déjà été créé. Pourquoi ce programme n'a pas été accepté, l'Europe des patries? Parce que ce programme confirmait l'indépendance des pays européens par rapport aux États-Unis et par rapport à l'OTAN. Alors même que la plupart des partenaires de Gaulle, donc les autres pays européens, n'étaient pas prêts à s'affranchir de la domination américaine. Et De Gaulle était tout à fait... De Gaulle disait que si l'Europe continue à se soumettre à la domination américaine, elle ne va jamais grandir, elle ne va jamais être indépendante. Et finalement, le troisième projet de Gaulle, c'est l'Europe européenne. Donc, De Gaulle disait la France veut rester la France dans une Europe qui doit rester une Europe. Donc c'était un message dont le but était de séparer en fait l'Europe continentale de l'Europe ou du monde anglo-saxon. Vous savez que De Gaulle était contre l'entrée de la Grande-Bretagne au sein du marché commun. Et donc c'est seulement beaucoup plus tard, sous Pompidou, que la Grande-Bretagne a fait partie de l'Union économique et du marché commun. À la suite du départ de général de Gaulle, donc suite aux événements de 68, d'ailleurs certains décrivent aujourd'hui ces événements comme la première des révolutions de couleur, donc c'était des événements très importants, et il y a eu récemment la montée d'euroscepticisme en Europe, et encore une fois, je vous ai parlé de cette structure de la Chine-Amérique qui s'affaiblit. Et donc aujourd'hui, on peut dire que cette idée de Gaulle, l'Europe des patries, est de nouveau tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, le Brexit est un témoignage évident de l'actualité de cette idée. Je pense que c'est la première pierre qui, en fait, s'est séparé de l'Union européenne, et ce processus ne va que continuer. Aujourd'hui, en France, nous voyons une demande populaire de modifier sa position au sein de l'Union européenne, donc soit sortir de l'Union européenne, soit sortir de l'Union européenne. C'est l'appel de Marine Le Pen, qui considère que l'Union européenne, c'est une organisation totalitaire qui est responsable du chômage, qui est responsable des problèmes économiques de la France. Donc Marine Le Pen appelle à la création de cette Europe des nations. D'autre part,
Aux Pays-Bas, Geert Munkers, le pays de la liberté, il promet un référendum pour sortir les Pays-Bas de l'Union européenne. Donc c'est un processus qu'on observe dans plusieurs pays. En Suède, Peter Lundgren, un eurodéputé suédois, considère tout à fait possible la sortie de la Suède de l'Union européenne pour créer une union scandinave. En Hongrie, le président Urban, c'est quelqu'un qui est contre la bureaucratie européenne. Et d'ailleurs, il dit que si l'Europe rejette ses racines nationales, ses racines historiques, elle va être détruite. Et selon le Premier ministre hongrois, les États-Unis de l'Europe, c'est une utopie, c'est une pure utopie. Donc nous voyons ces processus qui se passent dans plusieurs pays, l'Italie, encore un exemple. Bref, nous voyons une tendance qui est tout à fait perceptible, qui est de plus en plus forte, qui peut mettre la fin à l'existence de l'Union européenne, en tout cas sous sa forme actuelle, sous sa forme d'une machine bureaucratique, mais qui peut également ouvrir le chemin pour de nouvelles formes d'union selon les principes qui étaient proposés par le général de Gaulle. Donc il s'agit de l'Europe des patries et ce serait un projet qui pourrait proposer une alternative à la mondialisation d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, on ne peut pas... la mondialisation est inévitable aujourd'hui, donc on ne peut pas envisager des scénarios qui excluent totalement la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde unifié, un monde où l'information est unifiée, mais on peut proposer différentes formes de mondialisation. Je pense que, aussi bien en France qu'en Russie, nous allons revenir à plusieurs reprises aux paroles et aux principes de général de Gaulle et à son projet qu'il a proposé, c'est-à-dire l'union des pays de l'Europe sous le principe de l'Europe des nations, peut-être même de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, et non seulement de l'Atlantique et jusqu'à l'Ural.